Bonjour, c'est Yves du blog mesmentors.fr. Alors, je suis dans un environnement un peu spécial puisque je suis à Londres, dans le quartier de la City, plus exactement devant l'ancienne bourse de Londres. Alors ici, tout autour de moi, il y a des salles de marché où s'échangent des millions de tonnes de marchandises, mais aussi des biens. Alors bien évidemment, toutes ces marchandises ne sont pas là physiquement. Hein. Ici, il n'y a que des gens avec leurs ordinateurs qui traitent donc les transactions. Et leurs vendeurs, ils ne les connaissent même pas. Ils sont peut-être à l'autre bout du monde. Donc pour cette vidéo un peu exceptionnelle, je voudrais traiter un sujet qui est peu abordé sous cet angle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'utilise jamais le terme indépendance financière, mais liberté financière. Tout d'abord parce que je n'aime pas le terme indépendance. Nous sommes toujours dépendants de quelque chose, qui que nous soyons. J'ai donc toujours pensé que l'indépendance financière n'existait pas. Même pour les plus riches, surtout pour eux d'ailleurs. La plupart de mes mentors ne dépendent plus d'un salaire versé par une entreprise, mais ils dépendent encore de leurs actifs, des biens immobiliers, des actions ou encore des produits qu'ils vendent sur internet. Si ces actifs venaient à ne plus produire, eh bien il ne leur resterait rien. Enfin, c'est pas ce que je voudrais pour eux d'ailleurs. Et puis finalement, en me creusant un peu la tête et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes qui étaient réellement indépendantes financièrement. Et je vais vous les présenter maintenant. Voilà, donc pour les premières personnes que je vais vous présenter, qui sont à mon sens indépendantes financièrement, on va pas aller vers un pays riche et industrialisé, on va aller vers l'Inde. Et même pas en Inde continentale, mais plutôt sur des îles situées à l'est, qui sont proches de la Birmanie et de la Thaïlande, et qui appartiennent au gouvernement indien. Alors la première île, c'est Sentinel, c'est l'île North Sentinel Island. Et là, en fait, il y a quelques centaines de personnes apparemment qui vivent dessus. C'est une île qui est grande comme Paris intramuros. Ces personnes, je vais vous les montrer. Voilà. Elles ont l'air assez hostiles et elles le sont. Puisqu'en fait, ce sont certainement ceux qui ont le moins de contact avec la civilisation. Et ce pour trois raisons. D'abord, parce qu'ils vivent sur une île, donc ils sont un peu isolés déjà par rapport à ça. Ensuite, parce qu'ils sont réputés violents à tout contact humain étranger. Pour exemple, en 2006, 2 pêcheurs ayant accosté en catastrophe sur cette île ont été tués par des flèches. Et l'hélicoptère qui a essayé de retrouver ces corps a également été attaqué à coups de flèche. Ensuite, il y a des raisons à cela, parce que dans le passé, ils ont eu des maladies apparemment à cause des colons britanniques au 19e siècle. Il y a eu également des enlèvements, donc ils n'ont pas forcément une très bonne expérience du monde des gens civilisés. Ensuite, on va aller voir... Ah oui, il y a une troisième raison, pardon. C'est aussi que le gouvernement indien interdit strictement tout contact avec ces personnes, essentiellement dans le but qu'ils ne soient pas décimés par des maladies dont nous sommes immunisés, mais pas eux. Donc ensuite, on va aller pas très loin. On va aller sur l'île Andaman. Là, il y a les Jarawa. Alors les Jarawa, ils sont un peu, physiquement, ils sont un peu comme les sentinelles. Ce sont des populations... Voilà, on les voit mieux là. Donc, ils sont plus faciles à approcher parce que, différemment des sentinelles, ils sont pas isolés géographiquement. L'île sur laquelle ils vivent est peuplée par la civilisation. Il y a une seconde différence aussi, c'est que leur territoire, qui est censé être protégé par une loi de la Cour suprême indienne, est pourtant traversé par une route commerciale, ce qui est apparemment néfaste pour eux.
Donc il y a un grand mystère par rapport à l'origine de ces tribus, parce que d'après des études scientifiques, il semblerait que ces tribus seraient originaires d'Afrique. On le voit quand même à leur couleur de peau, à leur physique, ils ressemblent plus à des Africains qu'à des Asiatiques. Donc ils auraient accosté sur ces îles il y a 60 000 ans, et cependant il y a d'autres études qui ont prouvé que leur génétique était finalement plus proche des peuples asiatiques qu'africains. Donc il y a une grosse polémique autour de ça dans le monde scientifique, ça reste un grand mystère. Maintenant, on va aller un petit peu plus au sud, sur un autre continent. Voilà, je vous fais voyager un petit peu. Là, c'est l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, qui elle est une tribu très moderne. Et là, on va aller sur l'île de Nouvelle-Guinée, donc à l'est de la partie indonésienne de l'île de Nouvelle-Guinée. Et là, il y a les Korowai, donc ils vivent dans une forêt très dense. Voilà, il y a quelques photos. On voit surtout leurs maisons qui sont perchées en haut des cimes d'arbres. Voilà, il y a une meilleure photo que ça, celle-ci. Voilà, là vraiment, on voit, ils sont exceptionnels parce qu'ils arrivent à faire d'immenses huttes vraiment tout en haut des arbres. Ça, c'est pour. Ils éclaircissent les clairières pour pouvoir voir éventuellement un ennemi arriver ou du gibier ou autre. C'est une technique. Et donc, ces tribus Korowai sont plus nombreux que les autres qu'on a vus avant. Ils sont davantage en contact avec la civilisation, je vais vous les montrer. Voilà, là on le voit quand même. Le monsieur par exemple, il a un short, ça il l'a pas trouvé dans la nature. Cette bouteille non plus apparemment, donc ils ont quelques contacts avec des villages alentours. Et donc ils ont découvert l'argent grâce à des touristes un peu aventuriers et puis au village des tribus voisines. Mais néanmoins ils utilisent très peu l'argent, hein. Ils en sont pas du tout dépendants en fait. On peut penser qu'ils sont pas dépendants de l'argent parce qu'ils vivent en autarcie. Ce sont des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Essentiellement, ils pratiquent pas l'agriculture du tout. Voilà. Maintenant, on va parcourir une grande partie du globe, presque la moitié. On va traverser le Pacifique. Voilà, là on voit vraiment que la Terre ne devrait pas s'appeler la Terre mais la mer. Parce que c'est vraiment une planète bleue. Voilà, et on va aller en Amazonie, complètement à l'ouest de l'Amazonie, proche du Pérou. Là il y a mon Google Earth qui s'emballe. Chez les Korubo. Voilà, ils vivent dans cette petite enclave brésilienne. Vous voyez, ça commence à être un peu déforesté en bas, mais eux, ils sont encore à peu près épargnés. Donc les Korubo, ce sont eux aussi des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs. Ils sont très isolés. Ils se déplacent en nomade, alors ils sont capables de faire des huttes très rapidement. Ils parcourent de très grandes zones et ils sont donc parfois confrontés, ils se retrouvent nez à nez avec des bûcherons qui sont venus déforester. Ça se passe souvent mal, avec parfois des morts des deux côtés. Donc les Korubo, à cause de ça, bah forcément ils aiment pas trop les populations modernes, étrangères. On peut les comprendre. Les rares contacts qu'ils ont sont souvent violents, ça amène aussi des maladies. Il y a eu beaucoup de personnes de ces tribus qui sont mortes à cause de la grippe, de la malaria. Alors il y a d'autres tribus au Brésil, mais dans le même style, mais celles-ci c'est les plus isolées, vraiment j'ai voulu prendre les plus isolées, elles n'utilisent pas du tout d'argent. Et donc je vais vous présenter une dernière tribu, et pour ça vous allez peut-être rire un peu, mais on va aller en France. Ce sont des compatriotes, ils s'appellent les Wayampi, et ils se situent au sud-est de la Guyane française.
Voilà. Donc les Wayampi, voilà à quoi ils ressemblent. Donc là, ils sont dans leurs habits traditionnels. Alors oui, ben, il y a des gens encore en France qui pourraient se passer d'argent ou presque. Euh, donc ne vous trompez pas, malgré les apparences, ces personnes sont des citoyens français à part entière, au même titre que moi-même. Ils ont le droit de vote, ils doivent dispenser l'éducation de la République à leurs enfants. Bon, ça apparemment c'est encore un peu théorique. Mais en tout cas, je ne sais pas bien ce qu'il fera de notre éducation parce qu'on voit bien que ça n'a rien à voir avec leur mode de vie. Et ils sont environ au nombre de 1200 personnes divisées sur le territoire français et brésilien. Donc il y a des Français et des Brésiliens. Donc leur premier problème, leur principal problème, c'est pas l'argent, mais c'est l'or, parce qu'ils sont souvent victimes des problèmes liés aux orpailleurs clandestins venus du Brésil. Donc les Wayampi, ce sont les tribus les plus isolées en France et les moins riches financièrement, puisqu'ils n'ont pas de compte en banque. Enfin, généralement, ils n'en ont pas. Euh, Ils vivent seulement des revenus du RSA et éventuellement quelques allocations familiales. Ils s'en servent essentiellement pour acheter des moteurs pour leurs pirogues, de l'essence, quelques biens de consommation et surtout avec le reste, ils s'achètent de l'alcool. Même si à la base ils sont capables de fabriquer leur propre alcool, ça reste pour eux peut-être plus facile d'aller acheter une bouteille de Jack Daniel dans le village à deux jours de pirogue. Voilà, ils restent quand même très proches de leur mode de vie ancestral. Et, ils pourraient à mon sens facilement se passer d'argent, sauf peut-être pour certains soins médicaux. Parce que c'est vrai que on est arrivé avec nos maladies, il a fallu les soigner. Et maintenant il y a des dispensaires donc dans le grand village qui s'appelle Camopi, qui est le plus proche, qui a 2 heures deux jours, pardon, 1 jour à 2 jours de pirogue de leur village, pour les plus éloignés. Et donc ça reste de grands chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, mais ils pratiquent aussi un peu l'agriculture familiale vivrière, avec le manioc, l'igname et puis d'autres tubercules. Ce sont donc les personnes les plus proches de la civilisation et de l'argent que je vous ai présentées. J'espère que vous avez aimé cette petite présentation des peuples dont le mode de vie n'est pas lié à l'argent. Et je vous retrouve pour la suite de la vidéo, de nouveau à Londres. Je considère toutes ces personnes comme indépendantes financièrement, car elles n'utilisent pas cet outil qu'est l'argent, ou bien elles pourraient aisément s'en passer. Des fois, je peux vous dire, moi, ça me fait un peu rêver, car comme pour beaucoup, l'argent est encore parfois une source de problème pour moi. Ces personnes que je vous ai présentées ont peut-être des soucis parfois, mais pas celui lié au manque d'argent ou de la jalousie liée à la richesse. Si tous les bâtiments qu'il y a derrière moi, ainsi que les personnes qui y travaillent et leurs ordinateurs venaient à disparaître, je ne sais pas ce qu'il adviendrait de nous. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont financièrement indépendantes, je pense que ça ne changerait rien. À moins qu'ils deviennent des sortes de coachs en indépendance financière pour nous apprendre à nous comment vivre sans argent. À l'instar des Indiens d'Amérique qui l'ont fait pour les Pilgrim Fathers. L'histoire des Pilgrim Fathers, Pères pèlerins en français, débute dans le royaume d'Angleterre vers la fin du XVIe siècle. À cette époque, le royaume adopte la réforme et crée l'église anglicane. Cependant, certains trouvent cette église encore trop proche de l'église catholique au niveau de ses rituels. C'est parmi ces personnes que vont naître les Pilgrim Fathers. Au début du XVIIe siècle, certains trouvent refuge en République des Pays-Bas, plus tolérante. Mais 10 ans plus tard, ils décident de revenir en Angleterre. C'est alors qu'ils eurent l'idée de partir pour le Nouveau Monde dans une toute nouvelle colonie britannique, Jamestown, en actuelle Virginie, afin d'y fonder une nouvelle Jérusalem et d'y pratiquer leur culte librement. Ils s'embarquèrent au nombre de 102 migrants à bord du Mayflower, fleur de mai en français, le 16 septembre 1620,
pour débarquer le 21 novembre de la même année sur les côtes américaines. Mais voilà, les Pilgrim Fathers étaient essentiellement des intellectuels issus des villes et n'avaient aucune connaissance de la vie en nature et de l'agriculture. L'endroit où ils débarquèrent se trouva en fait bien loin de Jamestown, et sans ressources, ils étaient voués à la famine. En ces endroits hostiles, leur argent ne leur était d'aucune utilité, mais heureusement, des tribus indiennes se trouvaient sur place. Ils décidèrent d'aider les migrants en leur donnant des dindes sauvages et du maïs. Mais ce n'est pas tout. Ils leur apprirent également à chasser, pêcher, cueillir et faire de l'agriculture, leur assurant survie et pérennité à long terme. En mémoire de cette histoire, les Américains célèbrent la fête de Thanksgiving, qui veut dire merci d'avoir donné. Vous voyez, les fondations du pays le plus puissant économiquement du monde ont été réalisées sans le moindre argent, mais simplement sur la création de valeur des uns envers les autres. Voilà, j'ai voulu vous présenter cette vidéo dans le but de vous faire comprendre qu'au final l'argent n'est rien. Enfin, le terme le plus approprié pour moi est virtuel. Je ne critique pas l'argent, ni les échanges boursiers, au contraire. Sans eux, les 7 milliards d'individus qui peuplent la planète ne pourraient pas aussi facilement et rapidement commercer entre eux. Nous sommes donc devenus dépendants de cet outil développé par les Chinois il y a des siècles. Cependant, il est tout à fait possible de bien vivre sans argent, dans certaines sociétés. Le but de cette vidéo était de remettre l'argent à sa bonne place. Penser à l'argent pour s'enrichir est un non-sens. Cela ne vous amènera jamais vers la liberté financière. Au contraire, en travaillant pour l'argent, vous ne ferez que vous rendre de plus en plus dépendant d'un système que vous ne contrôlez pas. C'est la création de solutions et de valeurs pour les autres et pour vous-même qui vous mènera vers cette liberté et cette abondance que vous convoitez tant. En d'autres termes, faites travailler davantage l'argent pour vous afin de travailler de moins en moins pour lui. Ce sont tous mes mentors qui m'ont inculqué ces vérités et j'y crois fermement. Pensez bien à cela. Je vous souhaite un bon voyage vers la liberté financière et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le blog mesmentors.fr.